Bonjour à tous et à toutes, vous la connaissez tous et toutes, la classification périodique des éléments, mais savez-vous pourquoi elle a la forme qu'elle a? Savez-vous pourquoi on parle de périodique? Non? Alors bientôt, vous saurez tout, ou presque. C'est parti, générique! Ah mais il n'y a pas de générique. Avant de comprendre la classification périodique, regardons un peu l'histoire des classifications parce que la science est rarement un travail solitaire qui ne s'appuie sur rien, mais bel et bien une réflexion constante sur ce qui existe et comment on peut l'améliorer. Commençons avec Lavoisier, très connu en France et ailleurs. Il est célèbre pour sa phrase « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Lavoisier est considéré comme le père de la chimie moderne. Il introduit la méthode scientifique, l'expérimentation rigoureuse, les mathématiques pour la modélisation. Et en 1789, il publie son ouvrage « Traité élémentaire de chimie » présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes. Dans cet ouvrage, Lavoisier présente les principes d'une classification des éléments chimiques en 5 classes. Les éléments proches de l'état de simplicité, des bases acidifiables, des substances métalliques, des terres et des alcalis. C'est la première organisation sous la forme d'un tableau, mais on peut le considérer comme un classement qu'il n'aura pas le temps d'améliorer. En effet, la Révolution française lui coupera la tête en 1794, lors de son procès, le juge en charge affirmant « La République n'a pas besoin de savants ni de chimistes ». 225 ans après, on pourrait être tenté de penser que certains partagent également cette vision, alors que plus que jamais, la France a besoin de scientifiques. Oh, je m'égare un petit peu. Alors, où en étais-je? Ah oui, Lavoisier, un premier classement. De l'autre côté de la Manche, en Angleterre, officie John Dalton. Rien à voir avec les Dalton qui déambulent à proximité de Lucky Luke, non. Dalton publie en 1808 un ouvrage « A New System of Chemical Philosophy », dans lequel il introduit la notion de poids atomique. On devrait dire masse atomique, évidemment. Masse et poids ne sont pas la même chose. Donc, avec ce poids atomique, il introduit également la notion d'atome que Démocrite avait proposée il y a plus de 2000 ans avant lui. Cette notion d'atome va donc conduire les savants de leur époque dans une nouvelle direction qui est la compréhension des atomes, de leur nature et de leurs propriétés et donc de l'étude des corpuscles. Une vraie révolution. Retour sur le continent européen et en Allemagne, qui n'est pas encore l'Allemagne, et du côté de Jena avec un autodidacte nommé Johann Wolfgang Doberheiner. Doberheiner tente de regrouper les éléments chimiques par leurs propriétés, car il a constaté que des éléments avaient des propriétés chimiques similaires. Pas mauvais le gars, hein? Il met en évidence des regroupements de 3 éléments qu'il nomme des triades, comme par exemple le lithium, le sodium et le potassium. En 1829, il publie ses travaux sur les certaines propriétés de groupes d'éléments et met en évidence des regroupements de 3 éléments, ce qu'il appelle des triades. Par exemple, la moyenne des masses atomiques du lithium et du potassium est proche de celle du sodium. Au final, il trouvera alors une vingtaine de ces triades. À quoi est-ce dû? Ça, on ne l'explique pas encore. Retour en France, du côté de Paris, avec Jean-Baptiste Dumas, qui notamment participera à la création de l'École centrale de Paris et de Lille. Dans un mémoire appelé « Mémoire sur les équivalents des corps simples », il étend les triades de Doberheiner en tétrades, des groupes de 4 éléments. L'époque était également à l'affrontement entre les tenants de l'existence de l'atome et ceux qui n'y croient pas. Bon, encore une fois, on met en évidence une périodicité, mais on n'est pas encore capable d'expliquer cette constatation. Quelques années plus tard, le géologue français Champ-Courtois fait une percée décisive telle que son nom est resté dans l'histoire. Alors en fait non, il est resté très méconnu, pourtant il est le premier à mettre en évidence la périodicité des éléments chimiques dans ce qu'il a nommé la vis tellurique. Alors pourquoi est-il resté méconnu? Premièrement, dans le compte-rendu de l'Académie des sciences, le diagramme qui sert de base de sa théorie n'est pas inclus, ce qui rend extrêmement difficile la compréhension du texte.
quand on vous dit que c'est important de mettre un bon schéma. Deuxièmement, Champ-Courtois est géologue. Alors c'est pas grave d'être géologue, mais c'est surtout qu'il utilise des termes propres à la géologie. Or, la classification périodique des éléments, c'est une question qui intéresse surtout les chimistes. Du coup, les scientifiques ne parlent pas le même langage alors qu'ils parlent la même langue. Incompréhension totale. Voilà comment on peut rater le passage à la postérité. De nouveau, on retraverse la Manche pour se retrouver en Angleterre avec le chimiste anglais John Newlands. Pour la première fois, une classification périodique des éléments classés par masse atomique croissante. Périodicité de 8. D'où le nom de la loi qu'il propose, la loi de l'octave. On se rapproche, ça marche très bien jusqu'au calcium. Ce classement pose quand même quelques petits problèmes. Alors déjà, il n'y a pas de cases vides. Au contraire, on a même des cases dans lesquelles on a 2 éléments. Tous les éléments n'y sont pas d'ailleurs. L'accueil sera quand même plus que mitigé par ses pairs et son travail ne sera même pas publié par la Society of Chemists. Bon, il faut reconnaître que le secrétaire honoraire de cette société, William Hodling, n'a pas encouragé la société dans la publication. Ah bah tiens, d'ailleurs Hodling, on le retrouve dans notre historique, cette fois pas comme opposant, mais comme quelqu'un qui va proposer justement sa classification, ce qui explique pourquoi il n'était pas très chaud pour encourager la publication du travail de Newlands. Alors Hodling lui propose une classification avec des cases vides, ça c'est une vraie nouveauté. Cela signifie sans doute qu'il y a des éléments à trouver. Ensuite il remplace des métaux dans les bons groupes. Le platine, le mercure, le thallium, le plomb sont dans les bons groupes et il reste fidèle au classement par masse atomique croissant. Sur la soixantaine d'éléments qui sont connus à l'époque, il en classe 57. Et celui dont on retient le nom, c'est Mendeleïev. Et c'est en 1869 qu'il publie ses travaux, il y a 150 ans, en 2019, cette année. Alors, comme toujours, la publication de ces travaux est le point d'orgue d'une longue recherche. Il ne faut pas croire qu'un jour le scientifique se réveille avec l'idée de génie. Enfin, si c'est le cas, c'est parce que ça vient après beaucoup de travail. La publication n'est qu'une partie émergée d'un iceberg de travail. Et le scientifique utilise un brouillon. Toi aussi, fais comme Mendeleïev. Utilise un brouillon quand tu fais tes exos. Non mais c'est sauvage là. Bon alors, Mendeleïev propose sa classification périodique et passe à la postérité. Alors pourquoi lui et pas les autres? A-t-il été là au bon moment? Oui c'est vrai, mais pas seulement. Tout d'abord il propose un système général, global pour établir la classification, ce qui permet du coup de prévoir des éléments inconnus qui restent à trouver et qui d'ailleurs le seront. Ensuite, il imagine une loi périodique qui est le fondement de sa classification. La périodicité des propriétés chimiques est à une époque où l'atome est encore un sujet de discussion et de controverse, quelque chose qui est fondamental, qui le guide. Et au final, c'est vraiment la force de sa proposition. Alors, troisième point, il ne se contente pas de comparer les éléments qui se ressemblent, il regarde un petit peu aussi ce qui se passe autour des éléments, notamment les halogènes et les alcalins. Et ce changement de point de vue est sans doute très important. Enfin, il laisse des cases libres, mais ça, et c'est pas le premier, mais également il prédit des propriétés des éléments manquants. Ces éléments seront découverts par la suite. Les propriétés attendues correspondent à ce que Mendeleïev avait prévu. Du coup, ça renforce à chaque fois la validité de la vision de Mendeleïev. Bref, une grande réussite et il passe à la postérité. Alors maintenant, on va s'intéresser à la manière de fabriquer la classification périodique et de comprendre sa forme. On va commencer par s'intéresser aux 18 premiers éléments. Alors, on commence avec les éléments dont les électrons sont sur la couche 1s. On a l'hydrogène et l'hélium.
Puis on va s'intéresser aux éléments dont les électrons sont sur la couche 2, et particulièrement la sous-couche 2s. Mais là, puisqu'on commence une nouvelle couche, il faut créer une nouvelle ligne, une nouvelle période. On remplit la sous-couche 2s, ce qui nous donne deux éléments, lithium et beryllium. Puis on va commencer à remplir la couche 2p. Mais à ce moment-là, on n'a pas besoin de créer une nouvelle ligne. On a les différents éléments, le bore, le carbone, l'azote, l'oxygène, le fluor et le néon. Au niveau du néon, toutes les places dans les sous-couches sont occupées par les électrons. Il va donc falloir créer une nouvelle période, une nouvelle ligne, parce qu'on va remplir une nouvelle couche. Et on commence par remplir la sous-couche 3s avec deux éléments, le sodium et le magnésium. À nouveau, on va continuer à remplir la sous-couche 3p. Et puisqu'on est toujours sur la sous-couche 3p, on reste sur la même ligne, sur la même période. L'aluminium, le silicium, le phosphore, le soufre, le chlore et l'argon. Dernière petite remarque, on déplace l'hélium parce qu'on favorise le regroupement par famille chimique et que l'hélium fait partie des gaz nobles. Effectivement, il aurait pu rester juste au-dessus du beryllium et du magnésium. Le regroupement par famille chimique est favorisé. Bien, et après, on a déjà fait les 18 premiers éléments. Comment on continue à construire la classification périodique? Alors, ce que je vais dire ici, c'est avant tout pour la culture personnelle, c'est pas à noter pour le cours évidemment. Alors, reprenons notre tableau. Nous avons donc 18 éléments répartis sur 3 couches, sur 3 lignes du coup. On va commencer à remplir la 4e couche. Et ça va se faire avec la sous-couche 4s, le potassium et le calcium. Et après, selon les règles de remplissage, on doit remplir la sous-couche 3d qui peut contenir 10 électrons. Ce qui va correspondre aux 10 éléments suivants. Le scandium, le titane, le vanadium, le chrome, le manganèse, le fer, le cobalt, le nickel, le cuivre et le zinc. Une fois qu'on a complété la couche 3D, eh bien, on continue le remplissage avec la couche 4P, ce qui nous correspond à 6 éléments. Le gallium, le germanium, l'arsenic, le sélénium, le brome et le krypton. Arrivé au krypton, eh bien, si on veut continuer à avoir des nouveaux éléments, les électrons vont remplir une nouvelle couche, la couche numéro 5 et la sous-couche S. Il faut donc créer une nouvelle ligne. C'est le cas avec le rubidium et le strontium. Et là, à nouveau, on va remplir une couche D, la couche 4D, avec 10 électrons, ce qui correspond aux 10 éléments suivants. L'yttrium, le zirconium, le niobium, le molybdène, le technétium, le ruthénium, le rhodium, le palladium, l'argent et le cadmium. Une fois que la couche D est parfaitement remplie, on passe à nouveau à la couche P, et c'est la sous-couche 5P. Et on a à nouveau 6 éléments, l'indium, l'étain, l'antimoine, le tellure, l'iode et le xénon. Petite remarque, là pour l'instant, vous voyez bien que les différents éléments ne sont pas tous alignés comme on a l'habitude de le voir. Bien qu'à cela tienne, on va décaler les éléments à partir du bore et de l'aluminium. On les décale de 10 cases qui correspondent en fait aux couches 3D qui intègrent 10 électrons, donc qui ont fait un trou de 10 cases. Et donc c'est pour ça qu'on décale le début du tableau. D'où la forme du tableau périodique que vous pouvez connaître. Alors maintenant qu'on a cette forme là, même s'il n'y a pas encore tous les éléments, mais je vais m'arrêter là pour cette forme, on peut déjà mettre en avant différents blocs. Premier bloc, c'est le bloc S. Alors le bloc S, il correspond au fait que ce sont des éléments dont les électrons sur la sous-couche externe sont sur une sous-couche S. Alors, si vous avez bien compris le truc, on va pouvoir définir un bloc D, c'est-à-dire que les électrons de la sous-couche externe sont sur une couche D. Et enfin, on a le bloc P, c'est-à-dire des éléments chimiques dont les électrons externes sont sur une sous-couche P.
ce sont les différents blocs que l'on peut voir parfois sur certaines classifications périodiques qui sont mises en avant. Alors ici, le bloc F n'est pas représenté, on va le voir juste un peu plus tard. Voici la classification périodique des éléments la plus complète à ce jour, jusqu'à l'élément 118. Et les éléments du bloc F, ce sont ceux qui apparaissent en dessous du tableau, parce que sinon il aurait fallu encore décaler les éléments de 14 cases. C'est ce qu'on appelle les lanthanides ou les actinides. Alors, je profite que j'ai la classification périodique des éléments pour nommer quelques familles d'éléments chimiques. La première, tout à gauche, composée du lithium, du sodium, du potassium, du rubidium et du césium. Le francium, on en trouve un peu moins. C'est la famille des métaux alcalins. Alors, ce sont des métaux qui sont très réactifs avec l'eau. Vous n'avez qu'à chercher sur YouTube réaction des métaux alcalins avec l'eau. Vous allez voir tout un tas de vidéos et des réactions qui sont vraiment extrêmement importantes. Ils donnent des composés basiques, des composés alcalins, comme on disait il y a quelques années, voire beaucoup d'années, d'où les métaux alcalins. Si on regarde de l'autre côté du tableau maintenant, colonne 17, on trouve la famille des halogènes, qui sont également des composés très réactifs. Ils sont très réactifs notamment avec quasiment tous les métaux. Alors dans cette famille, on a le fluor, le chlore, le brome, l'iode. Alors j'ai mis la state et le ténécine, on pourrait les exclure un petit peu de cette famille. Ce sont de toute façon des éléments qu'on ne rencontre pas beaucoup. Alors pourquoi ça s'appelle halogène? Eh bien, en fait, en grec, halogène veut dire qui engendre des sels. Et en fait, ce sont des composés qu'on retrouve souvent à l'état ionique, dans des composés ioniques, dans des sels. Par exemple, le dichlore va réagir violemment avec le sodium pour donner du chlorure de sodium, le sel de table. Enfin, sur la dernière colonne, on trouve la famille des gaz nobles qu'on a appelés gaz rares. Alors, j'ai pas précisé lors de l'historique de la classification périodique que tous ces éléments des gaz nobles n'existaient pas. Non pas qu'ils n'existaient pas, ils n'avaient pas encore été découverts. Pour cause, ce sont des éléments chimiques qui sont très peu réactifs. Alors en fait, avant on en parlait comme des gaz rares, mais en fait ils ne sont pas si rares que ça. Voilà, c'est fini pour cette vidéo un petit peu longue, mais c'est à cause de l'historique, mais c'est très important de comprendre l'histoire des sciences, de voir comment se fait la science. La classification périodique, c'est un outil formidable pour les chimistes. Je vous dis de ne pas hésiter à lancer un pouce vers le haut si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir et ça me fait surtout plaisir à moi. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Si vous avez des commentaires, des questions, des remarques, bien profitez de l'espace commentaire juste en dessous, c'est fait pour ça. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous. Et n'oubliez pas, la physique, c'est facile.